Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au thème de la négociation de la qualité dans la Quality Engineering Unit, la communauté du Quality Engineering. Donc aujourd'hui, on va partager autour de ce thème, autour de plusieurs thématiques. Et donc on commence déjà par un petit quote autour de l'espérance qui n'est pas une solution. Et je pense qu'on a tous entendu quelqu'un dire une fois dans un projet ou au sein d'une entreprise, dire que les choses seraient beaucoup plus simples si seulement on avait 30% du budget alloué à la qualité. On ne sait pas pourquoi 30%, c'est sûrement un benchmark ou une métrique très utilisée. Bon, le sujet, c'est qu'on peut avoir ce type d'idée. Si les stakeholders ne sont pas convaincus de l'utilité, eh bien, on n'arrivera jamais à avoir ce type de temps alloué à adresser les attributs de qualité des produits qu'on est en train de construire. Et donc c'était bien le thème d'une table ronde que nous avons réalisée en juillet, qui était donc dédiée sur le sujet de comment négocier un budget projet affecté à la qualité. Et donc pour y répondre suite à la table ronde, nous avons structuré ce contenu qui se retrouve autour du framework de Quality Engineering MAMOS. Et donc nous allons partager sur ces divers sujets aujourd'hui. Déjà en commençant par se poser la question pourquoi négocier et pourquoi négocier un budget qualité. Ensuite, on va parcourir sur comment préparer la négociation et des ateliers collaboratifs avec les stakeholders. On va aussi partager sur l'alignement justement de nos parties prenantes autour d'intérêts communs et transversales à l'entreprise. Et ensuite, on commencera à pivoter plus dans l'exécution avec la mesure de valeur qu'on peut utiliser, que faire quand la négociation semble close et les erreurs de négociation à éviter. C'est parti. Et donc, commençons donc par le Start with Why. Pourquoi négocier? Et en fait, on pourrait tout simplement faire le parallèle déjà en dehors du software et du logiciel, c'est que on peut vouloir tout faire, mais on ne peut pas tout réaliser. Et en fait, il y a beaucoup de stakeholders ou de gens qui peuvent être directeurs, mais parfois qui vont vous dire faites tout, débrouillez-vous. Et en fait, ça ne marche pas pour une série de raisons qui sont ici explicitées. Donc, on a toujours plus de choses que l'on veut faire que de ressources disponibles. La deuxième contrainte très forte, c'est que des ressources comme le temps, même si on peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, eh ben, il y a quand même des ressources qui à la fin sont incompressibles et on n'arrive pas forcément à paralyser un maximum de tâches. Et c'est donc un objectif du management d'aligner donc les responsabilités et les priorités sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on retrouve dans le pouvoir du focus, qui est souvent une problématique qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations ont en fait du mal à sélectionner un nombre de priorités restreintes et différenciantes. Et donc ça nous fait arriver à la seconde question, qui est pourquoi négocier un budget pour la qualité, cette fois-ci. Et là, donc on tombe plus spécifiquement sur une série de problématiques qu'on a explorées avec un 5 why. Et la conclusion sur l'alignement et le besoin de négocier un budget qualité, c'est qu'en fait, il y a eu un manque d'alignement des parties prenantes autour de qu'est-ce que veut dire la qualité pour eux, comment la traduire dans des actions et des activités concrètes dans le projet, et à quel niveau c'est acceptable pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est bien sûr ce qu'on va couvrir dans les prochains slides autour de ce sujet. Et en fait, c'est donc pour ça qu'on doit négocier un budget de qualité. Donc sur la négociation et sa préparation, en fait, c'est très important de faire cette étape pour démarrer, savoir où est-ce qu'on veut arriver avant de démarrer, que ce soit la préparation des ateliers ou même la négociation en tant que telle. Et donc en fait, il y a deux acronymes très utiles à cet effet, qui est le BATNA et le ZUPA. Et en fait, vous pouvez voir sur le schéma que c'est en fait pour définir tant de votre point de vue que des points de vue des diverses parties prenantes, quel est le range acceptable qu'elles pourront négocier. Et donc pour vous, vous devez avoir ce type de réflexion sur les différents attributs de la qualité. Donc ça peut être sur la performance, la stabilité, le déploiement, la scalabilité, le temps alloué au rework, au test, etc. Et donc dans l'objectif, c'est de bien pouvoir identifier la ZUPA, qui est donc la zone au milieu sur laquelle vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec vos stakeholders. Donc au-delà de cet exercice de préparation sur ces deux acronymes, ce qui est intéressant en réalisant cet exercice, c'est qu'on travaille son empathie avec des stakeholders très différents, et donc on arrive à avoir une meilleure perspective globale de quelles peuvent être les priorités et les intérêts des différentes parties prenantes autour de la qualité du produit. Et c'est ce qui nous permet également d'articuler plus clairement nos arguments et les trade-offs associés à ce sujet.
En parlant de parties prenantes et donc de stakeholders en anglais, ça c'est une image que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur l'article récapitulatif de la table ronde. Mais en fait, avant de réaliser un exercice d'alignement autour de la qualité et donc qui se traduira par un alignement de le budget qualité qui est alloué, mais en fait l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, sont focalisées sur leurs propres intérêts existants. Et en fait, c'est de là notre travail d'influence d'avoir déjà cette perspective globale pour identifier l'ensemble des stakeholders et ensuite de pouvoir les orienter vers la bonne création de valeur et la définition de ce but de qualité en commun. Et donc ce qui va suivre, c'est la préparation des ateliers. Et donc il y a donc, pour cela des étapes spécifiques à suivre. Donc déjà, choisir les sujets qui sont importants de discuter. Sans cadrage, la discussion va être loin d'être productive et on ne va pas arriver aux objectifs définis de définition d'attributs de la qualité. Une technique à cet effet pour favoriser aussi le team building et l'achèvement de résultats, l'atteinte de résultats, c'est de commencer par des sujets où vous pensez que vous aurez une bonne probabilité d'avoir un agreement, un accord entre les parties prenantes, et ensuite graduellement augmenter le niveau de difficulté ou de potentiel conflit autour des sujets. La deuxième activité, c'est donc de réaliser le stakeholder mapping, qui peut être inspiré de ce qu'on a présenté sur le slide précédent, mais donc il faut bien sûr penser large, pas se limiter aux gens qu'on le connaît, et pas non plus se limiter aux positions des gens qui sont directeurs, etc. Il faut pouvoir des gens très influents, utiles et très pertinents, par exemple au call center, souvent des gens qui sont oubliés. Mais en fait, c'est eux qui sont beaucoup en lien direct avec le client et qui peuvent aussi vous donner une vision très claire de la valeur du produit ou en tout cas des services fournis par l'entreprise pour les clients. Les rôles, quant à eux, plutôt de CEO ou de C-level sont très utiles pour avoir du sponsoring, du support et du budget et de la légitimité à votre initiative de qualité. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, quel thème on veut adresser à qui, on peut organiser des sessions collaboratives avec normalement les bonnes pratiques, c'est d'utiliser des techniques de design thinking où les gens peuvent contribuer directement, co-créer, etc. Ça peut être des tables rondes où les gens vont exprimer leurs attributs de qualité. C'est là qu'il faut savoir écouter, reformuler, faire des interviews sur différents formats, favoriser le partage. En fait, le but, c'est pas forcément nous, en tant qu'une seule personne, d'avoir la perspective, mais c'est bien qu'elle soit alignée entre les différentes parties prenantes pour qu'à la fin, on soit tous convaincus de la priorisation de certaines activités de qualité au sein de l'exécution des projets. C'est en fait ce qui nous permet de indirectement négocier la qualité sans forcément parler techniquement de qualité. On peut parler d'un point de vue client, d'entreprise et business. Ensuite, pour piloter donc, cette création de valeur et de qualité dans les itérations, l'important c'est de se focaliser sur le gap de valeur à créer, et c'est bien le rôle du management. Et en fait, la valeur est très subjective et contextuelle. Et donc, il faut toujours garder un œil à la recentrer sur les utilisateurs et les parties prenantes. Et c'est ce qu'on peut faire avec une mission partagée, focalisée sur une création de valeur transverse au sein de l'entreprise et pas uniquement limitée à un silo organisationnel. Et donc là, vous pouvez retrouver en dessous, en deuxième partie de slide, donc une série d'exemples de mesures qui peuvent être utiles à diverses parties prenantes. Donc d'un point de vue utilisateur, par exemple, est-ce que le problème est résolu, le value for money, le niveau de service, le taux de satisfaction en termes de personnalisation du service rendu. D'un point de vue business, ça peut être l'engagement, le taux d'achat, etc. Et puis d'un point de vue IT, sur des choses qu'on peut quand même lier à des enjeux et des parcours clients, par exemple, on retrouve la capacité à livrer vite, avec beaucoup de stabilité, de la disponibilité et une capacité de réactivité augmentée. On a aussi partagé dans cette table ronde autour du sujet, mais que faire quand une négociation semble fermée? Et donc il y a déjà une première question à se poser, c'est est-ce que c'est bien le bon moment de négocier la qualité? Parce qu'en fait, il y aura des contextes où ce n'est pas du tout favorable, il y a culturellement où c'est pas le bon moment en termes budgétaires, en termes de cycle macroéconomique de l'entreprise, où il y a déjà trop de priorités. Et il faut savoir faire un pass à ce moment-là et attendre, pas forcément attendre passivement, d'ailleurs préparer une meilleure attaque à un contexte plus propice. Si on choisit par contre le play, il y a deux étapes principales. Une première, c'est déjà de définir plus clairement quel problème on veut résoudre en priorisant la qualité dans les projets.
Encore une fois, il faut prendre du recul sur l'ensemble des parties prenantes que l'on pourrait inclure à cet effet. Vous pouvez aussi utiliser les benchmarks externes sur des métriques, par exemple, si des compétiteurs sont 10 fois plus rapides que vous sur certains processus d'entreprise ou de croissance ou de marge. C'est des choses concrètes, factuelles et qui peuvent être beaucoup plus actionnables et parlantes à des directeurs ou C-level. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de forecast ou d'alarming trends pour dire voilà, si le trend continue comme ça aujourd'hui, demain, on sera encore pire. On met bien sûr des limites à cet exercice de projection. Et il y avait Zoé Tivé qui a partagé avec nous dans la table ronde un exercice assez intéressant qui était de faire vivre l'enfer à un CEO, de devoir faire évoluer une application qui n'avait aucun test et qui avait une certaine complexité comme la plupart des applications aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui avait permis ensuite à l'entreprise, en tout cas aux stakeholders, de la prise de conscience du besoin d'une qualité et d'un minimum de volets qualité dans les projets pour pouvoir adresser des produits qui sont maintenables à moyen terme. Et ensuite, c'est un peu comme dans les séries policières, à chaque fois qu'il y a un incident, il y a un problème et une opportunité. Et là, en fait, c'est pour ça qu'il y a bien les deux sujets articulés. Et le second, c'est donc la création d'une opportunité pour pouvoir clarifier du point de vue d'un stakeholder qu'est-ce qu'il a à gagner avec ça, est-ce que c'est le bon moment pour lui, et pour cela, il faut avoir un call to action très clair qui est qu'est-ce que vous proposez, quelle décision doit-il prendre. Et c'est là qu'il faut donc bien définir clairement quel est votre call to action et que ce soit simple, compréhensible, actionnable et pas quelque chose au contraire de technique, fermé et que ce soit difficile à comprendre. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est un pitch deck inspiré des process de pitch de startup. Vous commencez par la conclusion de ce que vous proposez et quelques slides d'explication de pourquoi la démarche que vous proposez et les actions de qualité que vous proposez vont aider à résoudre un problème particulier, encore une fois, de l'entreprise et pour les clients, et pas un problème spécifique, que ce soit de tests automatisés ou de code, etc. Ça ne parlera pas aux parties prenantes. Et donc on a aussi partagé, donc vous le retrouvez dans l'article, cette question qui est en fait, si on se met du point de vue des stakeholders, et donc si on, là, on prend un peu de recul en dehors du software, si on augmentait par exemple les impôts de 30% pour la qualité du pays, est-ce que vous accepterez? Et bien la réponse est probablement non. Et bien en fait, essayez d'avoir cette approche de négociation de la qualité, comme on l'a vu au début, en disant il faudrait allouer 30% de la qualité à un projet pour la qualité du produit, sans plus d'explications, sans processus collaboratif de partage, etc. C'est une voie vouée à l'échec pour le projet, parce que les parties prenantes ne comprendront pas la valeur à court, moyen ou long terme, et c'est la plus forte probabilité que les gens n'adhèrent pas du tout à l'initiative. Et donc c'est pour ça que l'argumentation de la qualité, c'est un sujet qui requiert une préparation assez forte. On va retrouver ici sur ce schéma les trois éléments très importants qui sont ensuite avec des sous-arbres, mais les trois éléments importants, la cogentity, reasonableness et l'effectiveness d'une argumentation. Et donc c'est une grille que vous pouvez utiliser et idéalement la faire tester à quelques-uns de vos pairs avant de partager avec un C-level ou quelqu'un de plus haut niveau sur la qualité de votre argumentation et de votre présentation pour négocier la qualité. Et en fait, la négociation, c'est donc bien la compréhension et la stratégie. Et donc, la compréhension de la situation, on l'a vu, est très importante. Donc, avoir une vision très claire et large de l'ensemble des stakeholders. Chercher à les comprendre avant de les convaincre, c'est aussi un élément fondateur qui va vous permettre ensuite d'influencer et faire en sorte que la qualité devienne naturellement dans les projets, et même qu'elle s'augmente de la propre initiative des acteurs. Et c'est bien le goal, notre but qu'on cherche à atteindre à la fin. Et donc dans la compréhension de la situation, il faut aussi pouvoir formuler très clairement que se passera-t-il si on n'adresse pas la qualité. Et ça doit forcément... on doit avoir des problématiques qui se matérialisent, sinon les propositions qui sont de qualité identifiées ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et ensuite, le deuxième élément, c'est de définir une stratégie focalisée. Et donc là, c'est vraiment sélectionner une à deux priorités qui peuvent avoir le maximum d'impact en utilisant les sources de pouvoir que vous pouvez avoir sur, basiquement, c'est utiliser nos forces pour développer, avoir un avantage concurrentiel au sein de l'entreprise. Et donc c'est pour ça que notre stratégie de négociation de qualité ne doit pas avoir 10 arguments, mais bien 1 à 2 arguments et 1 à 2 priorités très claires, actionnables pour l'ensemble des parties prenantes. C'est comme ça qu'on négocie la qualité dans le projet.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver donc cette vidéo donc sur le YouTube et en podcast. Vous avez également un article récapitulatif et vous avez également accès à l'ensemble de la table ronde en vidéo. Merci pour votre écoute. À la prochaine.